Europe 1. Le grand direct de la santé avec toujours Elisabeth Assayag, Véronique de Villèle, Natacha Harry, Thierry Lhermitte et le docteur Gérald Kierzek. Et avec le docteur Gérald Kierzek, on va parler de l'hospitalisation sans consentement. Déjà, il faut peut-être différencier, docteur, l'hospitalisation en cas d'urgence médicale et en cas d'urgence psychiatrique. Oui, parce que le consentement, c'est la base de la relation médecin-malade et de tout soin qu'on va proposer aux patients. C'est-à-dire que la loi du 4 mars 2002, qu'on appelait loi Kouchner, oblige à informer le patient et à recueillir le consentement, quel que soit le geste médical, le geste de diagnostic et encore plus, j'allais dire, l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas hospitaliser quelqu'un si cette personne ne le veut pas. Alors en cas d'urgence médicale, et notamment quelqu'un qui est inconscient, quelqu'un qui ne peut pas répondre, c'est l'urgence médicale qui va primer et on va l'hospitaliser parce qu'en réanimation ou au bloc opératoire parce que les soins sont vitaux et il y a une obligation médicale à cette hospitalisation. Ça, c'est pour la partie médicale. En psychiatrie, ça peut être totalement différent parce que la personne n'est pas en état d'urgence vitale ou en tout cas, il n'y a pas de péril imminent, il n'y a pas de dysfonction d'organes. La personne vous parle, mais elle peut être par exemple dans un délire et ne plus être dans la réalité et donc ne plus être en mesure de recevoir les informations et de donner son consentement à une hospitalisation. Et donc c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation sous contrainte. Ça concerne une hospitalisation sur 5 à une hospitalisation sur 6 en psychiatrie. Ah oui. Le reste, c'est quand même majoritairement des hospitalisations libres, c'est-à-dire des gens qui sont d'accord pour être hospitalisés. Mais chez un certain nombre de patients, et nous en urgence, on voit beaucoup de ces patients-là parce que c'est souvent dans des situations d'urgence psychiatrique. La police, les pompiers ou les familles nous appellent et on se retrouve avec quelqu'un qui ne veut pas être hospitalisé et manifestement, il ne peut pas rester en ambulatoire ou à son domicile. Et qui décide de l'hospitalisation alors ? Alors, il y a plusieurs. C'est le médecin ? Il y a plusieurs cas de figure. Quand je disais que c'est très encadré par la loi, il y a eu plusieurs lois. La première loi, c'est au 19e siècle, la première loi sur l'hospitalisation des fous, entre guillemets, à l'époque, puisque c'est comme ça qu'on les appelait. Ensuite, il y a eu une loi en 1990 et qui a été réactualisée en 2011. Donc, c'est très encadré, très surveillé pour respecter le droit fondamental des personnes atteintes de maladies mentales, puisqu'il s'agit souvent de gens, soit qui décompensent une maladie mentale qui était connue, qui était suivie, et à un moment donné, il y a une décompensation aiguë, ou alors c'est une révélation d'un trouble aigu. Ça peut être par exemple quelqu'un qui avait une vie tout à fait normale et qui à un moment donné part sur une bouffée délirante. C'est quelque chose qui peut être très ponctuel dans sa vie mais qui va mettre sa vie en danger parce qu'il peut se mettre en danger, donc il y a un péril. Et l'hospitalisation sous contrainte, c'est ce qu'on appelait avant l'hospitalisation à la demande d'un tiers. C'est-à-dire quand quelqu'un de la famille, vous décidez, Jean-Marc, d'hospitaliser quelqu'un de votre famille parce que manifestement son comportement ne va Julie, pas. Quoi. Par exemple. Vous retirez ça tout de suite, Jean-Marc. C'est intéressant, Julie, parce que Julie n'est pas de votre famille. C'est vrai. Donc, mais un peu, ça fait 15 ans quand même. Le tiers peut être un membre de la famille ou une personne justifiant l'existence de relations avec la malade antérieure à son trouble aigu. Parce que, par exemple, si votre voisin, vous le connaissez, vous la connaissiez avant depuis 15 ans. Donc, généralement, c'est un membre de la famille, mais ça peut être quelqu'un, en tout cas, ça peut être un proche, ça peut être le tuteur, ça peut être le curateur aussi, quand quelqu'un est sous curatelle parce qu'il a une maladie qui est une maladie chronique et qui va décompenser à un moment donné. Donc cette hospitalisation à la demande d'un tiers, elle est faite par un tiers, par quelqu'un, et qui va avec un service d'urgence par exemple, et un psychiatre du service d'urgence qui va rédiger un premier certificat. Le tiers plus le certificat médical initial avec l'autorisation administrative, c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers. C'est ce qu'on appelle des soins à la demande d'un tiers. Mais des fois dans des films ou dans des livres, on voit des papis ou des mamies qui sont hospitalisés de force parce que la famille veut s'en débarrasser. C'est possible ça ? Alors non, c'est pas possible parce que même si la famille demande, c'est le psychiatre qui va décider. Et quand on a, imaginons le cas d'une famille qui nous amènerait quelqu'un aux urgences, le psychiatre va évaluer la personne et s'il n'y a pas de raison, pas de péril imminent, parce que il faut bien penser que c'est une condition de troubles mentaux, il faut vraiment qu'il y ait des troubles mentaux. Et une personne âgée dépendante, c'est pas un trouble mental. Ça peut être une dépendance, ça peut être une démence de type Alzheimer, mais en tout cas, c'est pas forcément une maladie psychiatrique. La deuxième condition, c'est il faut que la famille soit justifié. Il ne faut pas qu'il y ait une demande, par exemple sociale. Si c'est pour un placement, c'est pas la même chose qu'une décompensation psychiatrique. Et troisièmement, il faut qu'il y ait un examen à la fois psychiatrique et somatique. Il faut vérifier par un scanner, par une prise de sang, qu'on passe pas à côté d'une hypoglycémie ou d'un trouble sanguin, par exemple, ou d'une tumeur cérébrale qui serait à l'origine de ces troubles psychiatriques. Donc tout ça est très encadré médicalement et psychiatriquement. Et ensuite, c'est réévalué. Et c'est la deuxième barrière, c'est réévalué dans le service de psychiatrie. Merci, docteur Gérald Kierzek. Donc le fait que Julie donne l'heure toutes les 10 minutes, finalement, on peut continuer, c'est pas très grave. Non, c'est un toc. Quelle heure est-il, Julie ? Il est 11h29. À tout de suite sur Europe.